Notre invité et eux du jour est une icône pour de très nombreux lecteurs et lectrices depuis la parution de son premier roman en 2002, Le lit d'Aliénor. Son succès ne s'est pas démenti, bien au contraire, au travers de la trentaine de romans créés par cette staccanoviste de l'écriture. Aussi forte que ses héroïnes, romancière passionnante et passionnée, Mireille Calmel nous fait le plaisir de se joindre à nous pour une petite virée, la tête dans les étoiles. Mireille, bonjour et merci de me rejoindre pour la tête dans les étoiles. Tu continues cette émission après Éric Giacometti et Jean-Luc Bizien. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille pour avoir Plaisir quelques grammes partagé. de finesse dans ce monde de brut, puisqu'on va recevoir beaucoup d'auteurs de thrillers qui tuent beaucoup les gens. Alors, ça ne veut pas dire que tu les tues pas, mais on va Ouais. revenir sur. J'ai évoqué dans l'introduction un peu ta carrière avec un premier roman à 15 ans. Tu es passé par le théâtre en tant que comédienne, professeur, metteur en scène. Tu as fait de l'insertion par la littérature. Tu reviens à tes premières amours en écrivant sur le personnage d'Aliénor d'Aquitaine, roman qui sera repéré par les éditions IXO, qui sera donc intitulé Le lit d'Aliénor et qui va lancer une carrière absolument époustouflante puisqu'on recense plus de 4 millions de livres vendus pour 11 millions de lecteurs à travers l'Europe. S'ensuit un nombre de romans invraisemblables avec une moyenne de près de t'en écris près de 2 par an, donc tu en es au J'en écris deux 30e. par an, oui, oui, j'en suis au 30e. Et donc, tu t'intéresses beaucoup à l'histoire de France, l'histoire européenne, alors, l'histoire avec un grand H. Et quand on a commencé à discuter tout à l'heure, tu me disais oui, mais pas que, ou pas complètement. Donc, c'est là où j'aimerais avoir les secrets de Mireille Calmel sur En fait, ce sur quoi elle écrit vraiment. alors si tu veux, j'ai été une petite fille confrontée très tôt à la maladie et donc confrontée très tôt à la mort, à la perspective de la mort. Et à partir de là, ben, je me suis mis la tête dans les livres, hein, parce que c'était le meilleur échappatoire, lire, écrire, pour ne pas mourir, pour ne pas penser que j'allais mourir. Donc à 9 ans, ça a commencé comme ça. Et à cette époque-là, pour tromper ma peur, j'ai pensé m'être créé un personnage imaginaire qui s'appelait Louane de Grimoald et qui était une dame qui s'installait à côté de moi. Alors, à l'époque, prenais pas mal de psychotropes en médicaments, tu vois. Donc ça a aidé certainement, tu vois, d'avoir Ça cette... nourrit ton imaginaire Ça un peu, ouais. nourrit certainement mon imaginaire, enfin du moins je le pensais. Et ce personnage-là, habitant mon univers, me racontait une histoire, l'histoire d'une duchesse devenue reine. Donc voilà, donc c'était une belle histoire. Elle parlait de troubadour, elle parlait de choses comme ça qui me... Donc pendant des années, j'ai cru avoir imaginé cette histoire-là. Et puis je suis arrivée à mes 18 ans, enfin 20 ans, j'ai rencontré un homme en vacances. Et je suis arrivée à côté de Bordeaux, dans une petite ville qui s'appelle Blaye. Il se trouve aujourd'hui une citadelle de Vauban, mais aussi un château médiéval. Et là, pendant une fraction de seconde, j'ai vu ce château se redresser sur ses pierres, et à la fenêtre, je revois cette dame d'autrefois, que j'avais un peu perdue de vue en vieillissant, tu vois, en menant une vie, en redevenue normale. Et je me suis demandé ce qu'elle fichait là. Et là, j'ai lu la légende de ce troubadour, Geoffrey Rudel, contemporain d'Aliénor. Je ne savais pas qui était Aliénor, je ne savais pas qui c'était lui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'est pas mort à Tripoli, dans les bras d'une femme qu'il n'a jamais rencontrée, alors qu'elle l'attend là. Parce que, tu vois, et ça m'a mis dans une rage noire. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit, mais puisque tu la connais, l'histoire, raconte-la. C'est comme ça qu'a démarré l'île d'Aliénor. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que je retrouverais, grâce à Régine Pernoud, qui m'a ouvert les portes de la Bibliothèque nationale, euh, des documents signés par cette Loane de Grimoald, et que tout ce que j'avais imaginé, ou en tout cas 80% de ce que j'avais imaginé, faisait partie de l'histoire à la fois de cette femme et à la fois de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. C'est comme ça que mon histoire à moi elle a commencé. Donc si tu veux, pendant tout ce temps-là, d'abord j'ai eu très peur parce que je me suis dit j'ai inventé un personnage qui a existé, c'est quand même fou. Donc peut-être que c'était pas un personnage imaginaire à mes côtés, mais c'était quoi? Et paradoxalement, comme quand tu te raccroches à la vie, tu vois, Mhm. physique, après tout ce que j'avais traversé, j'avais besoin d'avoir les pieds sur terre. La tête dans les étoiles, oui, mais les pieds bien sur terre, bien ancrés. Donc ça me convenait pas comme explication. J'ai essayé de trouver d'autres réponses et je suis pas arrivée. Et puis j'ai eu encore une fois, la maladie m'a rattrapée, enfin la maladie.
j'ai fait une hémorragie interne. Et donc, j'ai vécu une expérience, ma première expérience de mort imminente. Je dis la première parce que j'en ai eu 3. Et à partir de là, à partir du moment où je suis revenue, heu, les rêves, ce que j'appelle les rêves récurrents ont commencé. Alors c'est quoi les rêves récurrents? C'est, c'est tout le monde rêve, hein. Toi, moi, tout le monde, on sait comment ça fonctionne. Le rêve s'arrête, bah, tu te réveilles, tu as oublié, il a ni queue ni tête. Parfois, il te ramène sur des chemins de l'enfance. Mais en tout cas, tu es acteur de ton rêve, toujours. Enfin, voilà. Ces rêves récurrents, en fait, c'est comme si j'étais assise dans ce fauteuil et que, tu vois, là, au lieu de te regarder, je regarde un film se dérouler. Mhm. Je ressens les émotions, je ressens les douleurs, des personnages, de tous les personnages, mais moi, je ne suis pas à l'intérieur du film. Je suis vraiment spectatrice du film. Quand je me réveille, l'histoire s'arrête. Quand je me rendors, elle reprend là où on s'est arrêté. Et ça peut durer comme ça des jours, des semaines, parfois des mois, jusqu'à ce que j'ai des noms, des dates et des lieux. Et c'est à partir de là que je commence mes recherches. Et c'est comme ça que sont nés tous les autres livres après le lit d'Aliénor. D'accord, ce ne sont pas les recherches qui t'ont amené à l'histoire, Non. c'est l'espèce de préscience que tu as de l'histoire qui t'amène à faire les recherches pour Et étayer ton, évidemment, ton je ne récit. sais pas comment ça fonctionne, hein. Bon, les frères Bogdanov avaient une superbe théorie qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de me sentir un peu moins cinglée à l'époque. Mais je n'ai pas de réponse parce que je suis pas mystique, tu vois. Je ne crois en rien. Alors mon éditeur me disait que le fait de ne croire en rien me permettait de croire en tout. Un peu ça, tu vois. En tout cas, j'ai accepté. J'ai accepté que ça fonctionne comme ça parce que à partir du moment où j'ai ces noms, ces dates, des lieux, je commence mes recherches. Et là, je fouille. Et là, je vais vraiment très loin dans les recherches, plus loin que ne le ferait un simple romancier. D'abord parce que je ne suis pas une historienne et que j'ai beaucoup de respect pour les historiens, pour ces gens qui ont ce savoir-là, qui sont, tu vois, dans ces recherches et tout ça. Et je ne peux pas concevoir, moi, de les trahir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, parce que j'ai toujours envie de me prendre en défaut. Hein, n'ayant pas un ego surdimensionné, je me dis que peut-être, elle est où la faille, tu vois? Et Mhm. j'ai envie de Ouais, la je comprends trouver. très bien. Ouais. Malheureusement, jusqu'à maintenant, je suis pas arrivée. Je dis malheureusement parce que j'aimerais bien, tu vois? J'aimerais bien qu'à un moment donné, ça s'arrête et que voilà. Parce que je suis capable d'écrire des scénarios, je suis capable totalement imaginaire, totalement inventé. Je l'ai fait pour des albums jeunesse, je l'ai fait, tu vois, pour d'autres ouvrages. Mais curieusement, la fréquence, et là je parle de fréquence en lien justement avec ce que je te disais par rapport au frère Bogdanov, la fréquence, je dois être câblée sur la fréquence du Moyen Âge parce que tout ce qui a trait au Moyen Âge, c'est toujours comme ça que ça arrive. Oui, tu écris sur quelle amplitude de période? Entre le Alors, c'est 11e vraiment, siècle ou le 12e siècle et alors oui, jusqu'à maintenant, c'est à peu près là, 11e, 15e, tu vois, 11e, 15e, voilà. Mais après, vraiment, les ouvrages que j'ai réalisés après, ou dans une autre période, étaient vraiment, là, j'allais dire, voulu, consenti, tu vois, et travaillé d'une autre manière. C'est-à-dire que je faisais voilà, des plans, je faisais tout ça. Mais sinon, vraiment, sur tous les romans médiévaux, euh, je suis incapable de faire, je ne peux pas d'ailleurs, c'est même pas, je suis vraiment incapable de faire un plan parce que si je le fais, je ne peux pas écrire une ligne. Mais je suis vraiment dans un état émotionnel absolument intense. Je ne sais jamais ce que je vais écrire le lendemain. Jamais. Je suis vraiment dans la position du lecteur qui découvre complètement l'histoire au fur et à mesure qu'elle arrive et au fur et à mesure que je vérifie aussi. Parce qu'il y a tout ce que je vérifie autour allez, j'allais dire, des 10 premières scènes qui me sont arrivées de cette manière-là. Et après c'est un fil continu. C'est une espèce de rivière qui s'écoule. Et donc là, chaque fois, je vérifie. Oui, bah ok, il y a ça, mais est-ce que ça a une réalité? Est-ce que ça n'en a pas? Donc là, je fais appel à des historiens, je fais appel à des archivistes, je me déplace, je fais tout un tas de choses pour aller plus loin, pour authentifier le maximum d'éléments. Et ce que je n'ai pas, évidemment, là, l'imaginaire prend le relais en utilisant toutes les hypothèses possibles. Et avec beaucoup d'humilité, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que je suis née pour ça, ou peut-être que je suis restée pour ça. Tu vois,
Alors moi qui ne crois en rien, tu vois, Alors justement, ne croyant, alors, je vais m'intéresser, alors non pas à un mysticisme, mais finalement ce que moi j'appellerais une forme de spiritualité. En discutant tout à l'heure, tu parlais d'un cartésianisme qui accompagnerait l'astronomie, ce qui est quelque part est pas faux évidemment, parce que on s'intéresse à la science, et la science laisse a priori pas trop la place, on va dire à l'aléatoire ou au hasard complet, c'est-à-dire qu'on essaye à partir d'une théorie, on va tester cette théorie pour justement la prendre en défaut. C'est le but du jeu. Et si on ne la prend pas en défaut, alors c'est qu'elle doit être exacte. C'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que la science exclut toute faculté, à la fois à la spiritualité, bien voire à sûr. la poésie, hein, bien évidemment. Dans tes différents travaux, alors tu es sur des périodes où l'astronomie est pas super développée, c'est pas là que ça avance le plus. Non, mais elle est très intuitive à cette époque-là. Elle est très intuitive, mais alors elle a aussi une force qu'on lui accorde qui est alors, plus en lien avec l'astrologie, par exemple. Oui, bien sûr. Mais elle joue aussi des rôles de pouvoir politique très importants. Alors, je pense à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui se déroule, je crois, un peu après, quand même bien après, qui s'appelle L'œil de l'astronome. Oui, 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 bien sûr. Je trouve un superbe film fait Ah, avec très peu de superbe. moyens Ouais. et qui démontre bien justement l'importance politique que prend cet astronome avec sa lunette au sein des intrigues d'une cour. Toi, tu as regardé un peu justement dans tes écrits le rôle du ciel dans tout ça, Alors à la oui, fois oui, pour oui, des bien sûr. présages ou des choses plus Oui, scientifiques, justement. oui, oui, évidemment, puisque si tu veux, tout ce qui traite à l'imaginaire arthurien, on est avec l'univers des druides, on est avec l'univers. Alors, là récemment, j'ai écrit un roman qui s'appelle Morgane des Brumes, où je revisite justement l'imaginaire arthurien au travers du personnage d'une grande prêtresse. Et donc, effectivement, on est, si tu veux, bah, le monde de l'obscur, comme il l'appelle, est très riche, parce que c'est là où naît justement toute la magie, enfin tout le merveilleux, tout ce qu'on n'explique pas à l'époque vient du ciel, en grande partie, puisque la Terre, on la connaît, on marche dessus, s'il y a une crevasse, on est capable de l'explorer, un petit peu, pas trop, parce que quand même, il ne faut pas exagérer, mais tu vois, par contre, tout ce qui vient du ciel, c'est un côté totalement magique et ça a une place prépondérante parce que c'est lié aux moissons, c'est lié à la survie, mais c'est lié aussi à toutes les croyances. Alors on a Dieu d'un côté, on est encore, tu vois, tu vois, avec le monde arthurien, on est au VIe siècle, tu vois, donc on a le catholicisme qui est là, et en même temps on a j'allais dire toutes les anciennes croyances, les dieux de la terre, les dieux de l'univers, les dieux de... Donc Et tout les anciens ça, cultes, ouais. les anciens cultes qui sont là. Donc, Alors, tu parlais tout à l'heure des moissons, ça a joué un rôle très important dans l'exploration aussi, et notamment avec les oui, navigateurs. tout à fait. Ça a longtemps été un outil de sagesse de savoir un minimum lire le ciel, Oui, un bien sûr. minimum. Savoir qu'on a complètement perdu. Ah oui, oui, aujourd'hui, on se repose tellement sur l'informatique qu'on n'est Ah plus oui. capable, non, non, on n'est plus Non. capable de calculer une position à partir de la position des astres, c'est certain. Et alors toi, à titre personnel, tu as un rapport aux astres ou pas? Même si Alors, c'est à travers l'astrologie, ce qui est pour nous, alors astronomes, est une horreur, je non, préfère mais te je le ne dire, suis mais qu'on alors respecte quand même. C'est pas mais la non, je question. ne suis pas du tout portée sur l'astrologie, paradoxalement. Mais oui, j'ai un rapport aux astres parce que ma maman a été une guérisseuse qui a soigné des gens dans le monde entier pendant des années et des années en totale abnégation. Et que pour elle, qui avait été frappée 3 fois par la foudre, avec des séquelles qui ont fini par la tuer, Ce euh, qui est quand même statistiquement probable, oui, quoi. Enfin, totalement. Elle a laissé, elle m'a laissé, si tu veux, ce sentiment que toutes les réponses étaient là-haut. Alors, je ne peux pas te dire lesquelles, puisque clairement, ça serait posé autant de questions que l'univers s'en est posé, enfin que le monde s'en est posé depuis la nuit des temps. Mais elle était convaincue qu'il y avait quelque chose. Et elle m'a d'ailleurs, hein, et j'ai d'ailleurs trouvé après sa mort dans sa bibliothèque un livre, tu vois, à la recherche des trous noirs de l'espace, et tu vois,
j'ai vu ça. Alors, je te le lis. Mais je veux bien, parce que là, par contre, Alors, tu vois, il y a un symbole que je ne connais pas, déjà. Je ne sais pas si tu peux voir. Et elle a mis synthèse d'un cycle d'existence, préparation à un nouveau style de vie. Ceci pour te donner l'envie de traverser le trou noir, approche humaine et incomplète. Ce livre risque de te laisser sur ta faim, à compléter par ta recherche au fil de ta vie. Prochain rendez-vous dans 45 ans, Annie. 16 février 1989. Elle est décédée un 16 février 2012. Donc autant te dire que depuis, je scrute les étoiles encore plus qu'avant en Et me disant, il est où le signe? tu as déjà regardé dans un télescope, d'ailleurs. Oui, 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 j'ai fait ça il y a, ça fait, je devais avoir 16-17 ans Ouais. et j'avais trouvé ça absolument fabuleux. Tu te rappelles de ce qu'on t'avait montré, ce que tu avais regardé? Alors, je peux pas te dire comment ça s'appelait, mais je me rappelle que je m'étais reculée en disant, il y a une sorcière dans le ciel. Alors, Ah, les pareidolie, je c'est ne sais absolument pas ce que c'était ni quoi, mais voilà. la capacité de l'être humain à voir des formes dans le ciel a donné leur nom à de très très C'est nombreuses ça. nébuleuses, parfois de manière très poétique, parfois un peu moins. Justement, Mireille, je me propose de te montrer trois Allez, photos montre-moi. que nous avons prises avec mes camarades d'astrophyte, mes camarades d'astrophotographes, et de voir un peu ce qu'elles t'inspirent et ou si tu as des questions autour de ces images. Waouh, Voilà, ça c'est une des dernières photos que nous avons eu l'occasion de prendre. elle est Une magnifique. photo qui a été primée d'ailleurs à notre grand bonheur, Elle qu'on est appelle magnifique. alors un lieu qui s'appelle une zone du ciel qu'on appelle VDB 152, puisque les astronomes ne font pas toujours preuve d'une poésie gigantesque. Donc VDB pour le catalogue Vandenberg 152, parce que c'est le 152e objet du catalogue. Et alors ce que tu vois là, c'est une grande zone, alors c'est très très vaste, hein, d'hydrogène qui J'imagine, se promène dans l'espace avec des bouts de nébuleuses obscures. Alors les nébuleuses obscures, c'est par exemple quand tu regardes en haut à droite cette zone très sombre qui occulte le ciel derrière hein. et les étoiles. Et puis la partie bleue en plein milieu, c'est ce qu'on appelle un globule de Bock. Oui, oui, C'est une d'accord, oui. zone avec une très forte concentration de gaz et de poussière Ouais. qui est propice à ce qu'une des étoiles se forme. Et très souvent, c'est tellement dense que ça crée ce qu'on appelle des systèmes multiples, donc deux, trois étoiles, là où nous, on n'en a qu'une seule, par exemple. Ouais, moi, ce que je vois là, enfin, oui, évidemment, je peux pas te. Ouais. Voilà. Vas-y, vas-y. Et moi, ce que je vois, ah, ça va te, c'est bizarre, hein. Moi, je vois dans ce rouge là, tu vois, dans cette espèce de cœur rouge là, tu vois, je vois deux yeux et je vois une espèce de diable, de tête de diable, tu veux, Mhm. qui regarde d'un air totalement effaré cet oiseau qui monte vers le ciel, qui le traverse là et qui essaie de rattraper cette bulle noire là dans le bout pour la changer en lumière, tu vois. Ah ben, c'est marrant que tu parles de cette histoire de rattraper. Tu connais dans la mythologie grecque Ouais, le mythe d'Orion et des sept sœurs, tout à fait, où en fait on a les Pléiades qui sont dans absolument. le ciel et on a Orion derrière, le chasseur, qui essaye de leur courir après et qui ne les rattrapera jamais. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement, de toute façon, on peut tout y voir. Et comme tu disais, Tout tu y n'as voir. absolument pas Tu vois, c'est ça à qui t'excuser ou me préparer à quoi que ce soit. la tête bleue de cet oiseau là, voilà, qui monte vers les nuées, qui défie ce diable là, rouge avec ses yeux d'argent et qui veut essayer voilà, de rattraper voilà. Comme si, tu vois, comme s'il y avait eu une urne quelque part, là, tu vois, qui avait jeté de la poussière noire et qui veut la rattraper voilà, pour la sauver. Alors dis Donc, donc, on parlait d'inspiration tout à l'heure et d'imaginaire. Tu mets beaucoup d'énergie et de temps et de travail à être proche de la réalité historique, mais tu n'as jamais eu envie de raconter quelque chose, entre guillemets, de farfelu par rapport à la réalité. Alors, ça ne veut pas dire farfelu au sens idiot, mais quelque chose de totalement imaginaire, ah si, justement. bah si, je l'ai fait avec Morgane Desbrumes, justement, Là, tu es justement, hors.
Bah oui, parce qu'on n'a pas on n'a absolument pas d'éléments d'abord la légende arthurienne, c'est une légende. Oui, c'est Ensuite, on n'a pas d'éléments sur le VIe siècle. Ça, on l'a appelé Dark Age pas pour rien, hein. On n'a justement pas grand-chose. Donc là, je suis partie véritablement dans l'imaginaire. Et comme tu sais, quand on a été comme moi, une enfant rattrapée, enfin, tu vois, aux portes de la mort, il faut se trouver des héros qui ont des super pouvoirs. Et moi, à l'époque, les comics, il y en avait pas dans la bibliothèque de l'hôpital. Tout ce qu'il y avait, c'était ça. C'était les histoires du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde pour qui rien n'était impossible. C'est Walter Scott. Tu vois, c'était tous ces Ah bah oui. auteurs-là qui, tu vois, qui donnaient une dimension épique à l'héroïsme à taille humaine et en même temps au merveilleux. Donc c'était j'allais dire, c'était ma cache, l'endroit où je pouvais Ton refuge, tu ouais, pouvais t'y me évader réfugier aussi de la réalité. pour véritablement reprendre des forces. Donc, ma petite fille qui aujourd'hui a 6 ans et qui a un petit bout de chou adorable m'a dit, Mamie, t'as rien écrit sur le roi Arthur? J'ai dit, bah non, t'as raison, j'ai rien écrit sur le roi Arthur. Elle me dit, c'est pas bien, hein. J'ai dit, oui, t'as raison, c'est pas bien. Et sur Merlin non plus, pas, non, c'est vrai, Merlin un peu, on en parle un peu dans l'île d'Aliénor, mais elle était trop petite. Donc, oui, donc je vais faire ouais, je vais revenir à ça parce que je me suis dit que bah, l'imaginaire, c'est tout ce que j'avais imaginé à cette époque-là pour survivre, bah, finalement, je pouvais le raconter aussi, mais pas en racontant mon histoire, parce qu'on s'en fout de mon histoire, tu vois, c'est pas. Et, enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas l'intérêt de dire que voilà, que j'avais peur, que j'avais mal, que j'étais terrifiée, enfin, comme ça, oui, en 3 mots, mais le raconter, en faire un livre, pour faire pleurer dans les chaumières, ça m'intéresse pas. Alors, ah, waouh, c'est beau ça, c'est magnifique. Alors là, c'est une photo de la comète qui a tant fait parler l'année dernière et qui a été Mhm. visible dans le ciel. Tu as sur cette photo la particularité, c'est qu'on a réussi à prendre la comète au moment où elle était dans le même champ qu'une galaxie que tu trouves à droite, Magnifique, ouais. sachant que cette galaxie se trouve à 50 millions d'années-lumière, c'est-à-dire 50 millions de fois 10 000 milliards de kilomètres. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de zéros. Ouais. Mais que donc la comète est évidemment elle beaucoup plus près. Et alors je t'ai mis cette photo de côté parce que les comètes étaient annonciatrices de grands Oui, malheurs et de catastrophes, me catastrophe, semble-t-il. Ça, tu as tout à bien fait. dû le Ah oui, retranscrire. oui, oui, bien sûr. Et puis, en général, quand tu regardes les registres des tremblements de terre ou des choses comme ça, tu vois, quand tu cherches un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a souvent, quelque temps avant, on- on disait qu'une comète était passée, ou en tout cas que quelque chose avait traversé le ciel, et donc ils pensaient que c'était, alors peut-être pas lié, mais en tout cas ils avaient la certitude que ça annonçait quelque chose de très très grave, et vraiment les plus gros séismes de l'histoire font mention, dans leur histoire même, font mention d'une apparition dans le ciel. Et puis il y avait aussi beaucoup de croyances par rapport à la mort des rois ou au Absolument. changement de Ah oui, souverain, des oui, choses oui, comme ça. tout était prêt. Enfin, voilà, dès que quelque chose traversait le ciel, c'était un signe annonciateur. Oui. Alors, en tout cas, moi, tu vois, là, j'ai l'impression que, tu vois, on a allumé une torche géante dans le ciel et que, en direction de ce passage qui s'ouvre vers tous les possibles, tu vois. Voilà. Alors on va arriver, ma malheureuse Mireille, à la partie traîtresse de l'interview à laquelle tes camarades se sont pliés avant toi. Je vais m'amuser à tester un petit peu vos connaissances Oh là là! dans le ciel. Alors là, Et alors, tu t'enlèves toute forme de pression, puisque oui, bien sûr. et Eric et Jean-Luc ont commis des erreurs qu'ils ne se pardonneront eux-mêmes jamais, mais qui nous ont bien permis de bien rigoler. Oh bah, je pense que vous allez bien rire aussi parce que alors moi, je suis une quiche. Ah, mais tu vas voir, on va voir si tu es vraiment une quiche. Sur Vénus, un jour dure plus longtemps qu'une année. Est-ce vrai ou faux? Ah, je dirais vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Vénus met 243 jours terrestres à faire un tour sur elle-même, mais elle ne met que 225 jours terrestres à faire le tour du Soleil. C'est quand même assez phénoménal quand on y pense. Peux-tu me citer la planète la plus proche du Soleil et la planète la plus lointaine du Soleil?
La plus proche du Soleil, bah, je dirais que c'est la Terre. Non, Non, c'est pas la Terre. ah non. Si c'était nous, on serait pas là. Ah, alors, ah oui, remarque, oui, peut-être. Mars? Non plus, Vénus? non plus. Bon, alors je sèche. Mercure, hein, Ah oui, peut-être. Mercure. Mercure, C'est Mercure, Mercure, oui, c'est vrai. qui est la Oui, planète la plus proche, donc qui se trouve à 58 millions de kilomètres du Soleil. du Soleil, sachant que nous, on est à 150 millions de kilomètres. Et alors justement, si on était à la place de Mercure, il y aurait rien. Rien, d'accord. La Terre serait un caillou aride, il n'y aurait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas d'eau à l'état liquide, il n'y aurait plus rien. Ok, Donc bon. il n'y aurait pas nous. Et alors la planète la plus lointaine, Non, alors aucune idée. Neptune, C'est Neptune, d'accord. Neptune, qui se trouve à 4 milliards 500 millions de kilomètres. Elle est 30 fois plus loin du Soleil que nous ne le sommes. D'accord. Bon, ça. Alors rassure-toi, parce que quand je demande aux gens de me citer dans l'ordre les planètes du système solaire, Ah ouais, voilà, c'est souvent un oui. peu farfelu. Alors celle-là, je te la pose justement parce que tu as beaucoup travaillé avec des historiens, parce que tu t'intéresses à l'histoire, mais je sais qu'on est un peu en dehors de ta zone de prédilection quand Allez, même. dis-moi, Mais au cas où, je me dis, ça peut peut-être te donner des idées. avec plaisir. Qu'est-ce que la vision de Cassini? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Qu'est-ce que là? Division de Cassini. Ah ah. Oui, j'ai entendu parler, mais et ça m'évoque effectivement quelque chose. Euh, rafraîchis-moi la mémoire. Ça me parle, ça me Alors, parle. ouais, ouais, ça parle à beaucoup de gens et c'est vrai qu'on oublie rapidement de quoi il s'agit. C'est la séparation, c'est l'espace qui existe entre C'est deux ça. des Entre anneaux deux des anneaux de Saturne. de Saturne. Oui, Et c'est ça. alors, pourquoi je l'avais choisi? Parce que ça a été découvert par Jean-Dominique Cassini à une époque où énormément d'astronomes étaient français ou anglais, mais les Français ont joué un rôle déterminant et ça a été découvert. Il l'a découvert en 1675, qui ont été des années, alors 17, 18e, un âge d'or justement Ah avec oui, pour les lunettes l'astronomie, astronomiques pour pouvoir faire des découvertes. Et on a découvert énormément de choses chose. et il a fallu parfois attendre plus de 2 siècles, voire trois, pour franchir l'étape suivante. Et tu as beaucoup de personnages romanesques. C'est pour ça que je te parlais de l'œil de l'astronome. Tout à fait. Parce que quand j'ai vu ce film, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, Ah mais oui, oui, oui. là, Je connais bien sûr. Ouais, il ouais. y aurait peut-être des choses à explorer par ta plume, tu vois. À savoir. À savoir, les deux dernières questions, celle-ci est pas la plus compliquée. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Beaucoup. Bah, pas tant que ça au final, pas tant que ça. C'est bien Non, tenté, mais évidemment, pas mais tant bon, que ça. bon, je dirais une dizaine. Ouais, pas loin, 8. Voilà. Il y en a 8. Il y en avait 9 jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais Pluton, qui était considéré comme une planète, qu'on apprenait à l'école comme une planète, n'en est plus une parce qu'elle est trop petite. Et Un satellite? il y a beaucoup d'objets en fait qu'on a découverts dans le système solaire qui font à peu Ouais. près la même taille. Donc on aurait 300 planètes et on n'en sortirait pas. Mais planète, on s'est arrêté à 8. Et alors la dernière question, qui parlera particulièrement à Jean-Luc Bizien quand il te regardera, et je sais qu'il te regardera. On va voir si tu fais mieux que lui. Quel est le nom de l'étoile la plus proche de la Terre? Bah, je dirais le soleil. Bravo. Bravo, mais alors au En train moins, de chercher en me disant, non mais qu'est-ce qu'il me nous raconte? aurons une des auteurs ou un des auteurs de la Ligue qui aura écouté la question, puisque quand je l'ai posée à Jean-Luc, il a cherché des étoiles à perpète-les-oies. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas écouté la question Oui, parce véritablement. que, ben, d'accord. Mireille, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit moment qui Non, était c'était chouette. imprévu. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'actualité qui t'attend en termes Alors, de sortie ou l'actualité, de écoute, salon? là, je viens de sortir le deuxième tome d'un roman qui s'appelle Le Templier de l'ombre et qui, comme les autres, évidemment, est né de ses rêves un peu récurrents. Et là, on est avec une demoiselle qui s'appelle Margot de Dante, histoire vraie. Ça se passe en dessous de Rennes-le-Château, à Mhm, une époque où on ne parlait pas encore de la Bessonnière mhm. et des mystères de son or découvert bizarrement. Pour autant, c'est une terre très riche. On est avec le deuxième tome se passe au moment où les Templiers viennent d'être arrêtés par le roi Philippe le Bel, Mhm. où les commanderies qui entourent la châtellenie de Margot sont
aux mains du roi de France et où on commence à chercher le trésor un petit peu partout, ce fameux trésor qui reste encore un Un sujet à mystère. controverse. Moi, je vous raconte pas l'histoire de ce trésor, je vous raconte pas l'histoire des Templiers, enfin pas complètement, mais même si donc, comme son nom l'indique, le Templier de l'ombre a une part importante dans cet ouvrage, je vous raconte l'histoire de Margot de Dante qui a vécu dans le premier tome des choses très désagréables à cause de ce type et qui va de nouveau être confrontée à lui parce qu'elle vient d'accoucher de jumelles, ça va te parler. Mhm. Elle s'en prend à l'une d'elles. Voilà tout simplement. D'accord. De nouveau, elle reprend les armes pour essayer de combler ce cœur de mère qui est à vif. En mois de fin janvier, enfin mi-janvier, j'ai le tome 3 de l'adaptation BD du Lit d'Aliénor avec mon compère Pierre Lejeun, lui au dessin, Mhm. moi au scénar. Voilà, c'est la fin du premier cycle. Et puis en mai, il y aura une nouvelle série qui se passera toujours dans la même région, autour de Rennes-le-Château. 10 ans après le Templier de l'Ombre, et on va retrouver quelques-uns des personnages clés de cette série qui cartonnent. Voilà. Ah bah, quelle puissance de travail, je suis épaté à chaque fois de voir avec Écrire pour ne pas quelle mourir. force. Écrire pour ne pas mourir. Donc, tu vois, je m'y tiens. Eh ben, écoute, continue à écrire et ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, et Non, abreuve-nous non. de livres pendant les prochaines années, les décennies. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mireille, Je te promets de d'avoir garder la tête dans les étoiles. Promis. les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est très bien. Ça me va très bien. Ça évite d'avoir la grosse tête, surtout. Oh oui, c'est parfait. Tu sais, c'est Carl Sagan qui disait que l'astronomie renforce le caractère et incite à l'humilité. On est bien d'accord. Je trouve qu'il a parfaitement raison. Merci beaucoup, Mireille. À très bientôt. Avec un immense plaisir.